On passe à ça du décrochage en finale, et je manque de peu de tomber de mon avion à cause de... Enfin, je vais vous expliquer. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux événements, pour une fois dans un rétex. Le premier qui m'est arrivé quand j'étais instructeur en aéroclub, et le second quand j'étais en train de faire mon mûrissement au Canada. Et vous allez voir que des petits détails peuvent avoir des grosses conséquences, et parfois même dramatiques. On commence par ce vol d'instruction. À l'époque, je suis instructeur en aéroclub dans l'Est parisien, à Logne, dans le club dont j'ai déjà parlé notamment dans la vidéo sur la panne moteur au décollage en PR28. Et si d'ailleurs vous ne l'avez pas encore vu, je vous la remets juste là. Comme d'habitude, petite mise en contexte, comme je viens de le dire, c'est un vol d'instruction pour un élève qui passe son PPL, et l'objectif du jour, c'est d'aller faire un petit peu de mania, travailler les pannes en campagne, c'est-à-dire pendant la navigation, et travailler un petit peu la méthode de nav justement. L'avion, je me comprends, c'est un PS28, et niveau météo, c'est pas fou, mais dans l'ensemble, ça va. On a suffisamment de plafond et de visibilité pour faire nos exercices et respecter les conditions VFR, malgré quelques averses isolées, mais qu'on peut éviter facilement. Parlons un peu de l'avion, justement. Je mets des gros guillemets autour d'avion, parce qu'en fait, c'en est pas vraiment un. Enfin, pas au sens réglementaire du terme. Alors, je vais sûrement en énerver un ou deux dans les commentaires, mais c'est pas grave, je vais quand même vous donner mon point de vue. Cet aéronef, c'est un LSA, un Light Sport Aircraft. C'est une catégorie qui est arrivée en Europe en 2011 et qui est à mi-chemin entre l'ULM et l'avion. En tout cas, en termes de réglementation. Ouais, parce qu'en termes de perfo, c'est clairement un ULM. Le moteur, c'est un Rotax 912, on est limité au vol VFR de jour uniquement, et on n'a pas de réchauffe-pitot, et vous allez voir que ça va avoir son importance. Et c'est un avion biplace côte à côte. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire sur les ULM, les avions, ce que vous en pensez, les LSA, ou voire même les expériences que vous avez pu avoir sur ces différents types de machines. Personnellement, je n'aime pas du tout les LSA, enfin je n'aime pas le concept, mais surtout la façon dont c'est utilisé. Je m'explique. La plupart, pour pas dire tous les LSA en Europe, sont dérivés des ULM. Et encore, je dis dérivés, mais la seule différence entre un PS28 en version ULM et sa version LSA, c'est une feuille A4 qui dit que c'est un LSA et qui passe donc sa masse maximale au décollage de 425 kg à 600 kg. Donc on se retrouve avec des machines qui sont conçues comme des ULM, pour être des ULM, mais qui ont en gros une sorte de dérogation qui les autorise à être utilisées comme des avions. Bon, je généralise, mais vous comprenez l'idée. L'exemple le plus frappant que je connaisse, c'est le Pipistrel Virus. À la base, c'est un motoplaneur, et sous certaines conditions, un motoplaneur, ça peut être certifié comme un ULM, et donc être utilisé comme tel avec un brevet d'ULM. La seule différence, c'est que dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de couper le moteur en vol. Sinon, il vous faut un brevet planeur. Sauf que vu que c'est un ULM, et ben du coup, ça peut être reclassifié en LSA. Donc hop, un petit papier, une feuille A4, un tampon là-dessus, et on se retrouve avec un motoplaneur qui peut être utilisé comme un avion. Le problème, c'est qu'initialement, la machine, elle n'a pas été conçue pour être utilisée comme un avion. Elle a été conçue pour être utilisée comme un motoplaneur. C'est-à-dire décoller au moteur, couper le moteur en vol, faire du planeur, le rallumer peut-être de temps en temps, mais en tout cas être piloté, être utilisé comme un planeur, et pas comme un avion. Et c'est là que ça commence à devenir très bancal l'histoire. L'ULM sur le papier, c'est très bien, c'est simple de conception, ça consomme que dalle, c'est pas cher, enfin pas cher, aujourd'hui ils sortent des machines de guerre qui dépassent les 150 000 €, mais bon. Et c'est conçu pour le mec qui veut se faire un petit peu plaisir le dimanche pour aller se promener, et qui fait maximum 100 à 150 heures de vol par an. En gros, l'idée de base avec l'ULM, c'est de rendre l'aviation de plaisance accessible au plus grand nombre. Mais les machines en tant que telles sont pas conçues pour faire de l'instruction intensive, comme on pourrait l'avoir en aéroclub ou en école, avec des élèves débutants qui vont jeter l'avion par terre, qui vont pas forcément faire attention aux températures d'utilisation du moteur et respecter tous les critères, de manière générale, qui vont pas être suffisamment délicats avec la machine. Bref, je m'égare, et à la limite, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et les différences entre un ULM, un LSA et un avion. Donc, on part avec notre PS28, on arrive sur notre zone de travail, on fait nos exercices, on évite 2-3 averses au passage, et on arrive à couvrir tous les exercices du jour. On rentre vers le terrain de Logne, mon élève s'est déjà posé l'avion, donc je lui laisse les commandes jusqu'à l'atterrissage. Pour la petite info, la procédure d'arrivée sur le terrain de Logne, c'est de rentrer en passant travers du point Echo à 1200 pieds, et comme ce jour-là c'est la 26 en service, on prévoit une longue finale depuis Echo. L'élève gère son approche, mais entre Echo et la piste, on a une petite averse qui est pile sur l'axe de la finale. Donc rien de bien méchant, ça réduit un petit peu la visibilité, mais c'est tout, c'est pas un CB, c'est pas non plus une grosse douche,
c'est juste un peu de pluie sur la finale. Comme on est déjà en descente sur la finale et qu'il y a d'autres trafics dans le circuit, je dis à mon élève de rester sur sa trajectoire et de juste rajouter un petit peu de puissance au cas où l'avion dégraderait en passant sous la pluie, ce qui peut arriver sur certains types de machines, et puis surtout pour compenser le fait qu'on va certainement prendre des courants descendants dus à la masse d'eau qui tombe. Et vous avez peut-être déjà vécu ça, mais quand vous avez un petit peu d'expérience sur un sujet ou sur un autre, et dans ce cas-là sur piloter un avion, ça vous arrive de sentir quand il y a un truc qui cloche, qui est pas comme d'habitude, un bruit un peu différent ou qui est pas là d'habitude, une petite vibration, ce genre de choses qui déclenche une petite voix dans votre tête qui vous fait dire là il y a un truc qui cloche. Et ben c'est justement ce que je ressens à ce moment-là. Le truc qui me trigger, c'est l'assiette de l'avion qui est vachement cabrée et l'impression que l'avion est posé en équilibre sur une pointe et qui réagit un peu mollement. Pour ceux qui ont déjà volé ou qui ont déjà suivi un vol d'instruction, vous savez que ça, c'est les symptômes typiques du vol lent et donc de l'approche du décrochage. Une forte assiette à cabrer, une vitesse faible, des commandes qui sont molles, un avion qui réagit moins aux inputs qu'on lui donne, ça c'est le genre de facteur qui doit vous alerter. Donc tout de suite, je check la vitesse, je regarde l'anémomètre, et là je lis 60 nœuds, ce qui est la vitesse d'approche normale de cet avion. Et là je me dis, attends, c'est quand même bizarre, on a quand même le nez vachement haut, d'habitude on a une assiette qui est beaucoup moins accabrer que ça pour avoir 60 nœuds et pour descendre, alors ok on est passé sous l'averse, mais quand même. Donc là je regarde le GPS, et ce que je lis à ce moment-là, je vous cache pas que ça me fait un petit peu froid dans le dos, je vois notre vitesse sol, on est à 39 nœuds, et pour info ce jour-là, il y a quasiment pas de vent. Pour ce qui est des paramètres, le PS28 il décroche à peu près à 35 nœuds, donc on est littéralement à peine 4 nœuds de la vitesse de décrochage. Évidemment, je reprends immédiatement les commandes, je réduis l'assiette et je remets des gaz, et je pose l'avion en m'aidant de l'indication de vitesse, donc de la vitesse sol du GPS, et je comprends que du coup on a un problème de pitot, ou en tout cas d'indication de vitesse sur l'anémomètre. Le truc amusant, si je puis dire, c'est qu'au moment où on arrive au parking, l'avion arrêté, l'anémomètre indique toujours 60 nœuds. Ce qui n'est pas du tout normal puisque logiquement on devrait avoir 0. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est passé sous l'averse pendant la finale, il y a de l'eau qui est rentrée dans le pitot et qui donc a bouché le pitot, a empêché la pression d'air de continuer à rentrer dedans, qui a enfermé la pression qui était déjà dedans à ce moment-là. Donc au moment où mon élève s'est établi sur la finale et s'est mis à 60 nœuds, tout était bon. Mais quand on est passé sous l'eau, c'est rentré dans le pitot, ça a bloqué la pression là-dedans. Donc on avait toujours une indication de 60 nœuds sur l'anémomètre, qui n'évoluait pas, puisqu'en fait, il n'y avait plus de variation de pression à l'entrée du pitot, et donc on avait une indication de vitesse qui était erronée. Et comme on n'a pas de réchauffe-pitot sur cet avion, qu'on aurait pu allumer sur un autre avion au moment de passer sous l'averse, par précaution, justement pour évaporer l'eau, dans ce cas-là, vu qu'on ne l'a pas, l'eau, elle est restée dans le tube pitot, elle n'a pas pu s'évaporer, elle n'a pas pu sécher, et c'est pour ça qu'on a eu cette fausse indication. Une fois de plus, c'est l'expérience qui nous a sauvés et surtout la reconnaissance des symptômes types de l'approche du décrochage. Donc comme je disais juste avant, une vitesse faible, une forte assiette à cabrer, des commandes qui réagissent moins bien. Donc là pour le coup la vitesse, l'indication qu'on en avait en tout cas, elle était entre guillemets correcte, du moins on avait la vitesse qu'on attendait de voir. Mais les autres symptômes, l'assiette à cabrer, donc le nez de l'avion vachement relevé, les commandes qui réagissent pas comme elle devrait, ou en tout cas avec moins de réactivité justement, et cette sensation que l'avion est à deux doigts de basculer d'un côté ou de l'autre, on a vraiment l'impression d'être en équilibre sur un pivot, et c'est ça qui, moi, me met la puce à l'oreille. Mon élève qui était peu expérimenté, qui avait à peine une dizaine d'heures de vol, il l'a pas forcément reconnu tout de suite. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il faut toujours cross-checker ses paramètres, ne jamais croire aveuglément ses instruments, et toujours essayer de corréler dans la mesure du possible différentes sources d'informations, afin de détecter une panne ou une erreur le plus tôt possible. Et d'autre part, quand elle est disponible, ne pas hésiter à utiliser la réchauffe-pitot. J'ai vu pas mal d'élèves depuis que je fais de l'instruction qui me disent tout le temps quand je leur demande d'allumer le réchauffe-pitot que c'est pas la peine, il gèle pas, on est au-dessus de 0. Mais en fait le réchauffe-pitot c'est pas juste pour dégivrer le pitot, ça va le protéger du givre, c'est sûr, mais ça va aussi le protéger de l'eau. Si jamais vous avez de l'eau qui rentre dans le pitot, le fait que le pitot soit chaud, ça va permettre de sécher cette eau et éviter de vous retrouver dans une situation comme celle que je viens de vous décrire. En règle générale, les manuels de vol vont vous inviter à utiliser le réchauffe-pitot quand vous passez en dessous de 5 ou 10 degrés de température extérieure et quand vous avez de l'humidité visible. C'est-à-dire typiquement quand vous êtes sur le point de passer sous une averse ou sous de la pluie de manière générale, quand il y a un petit peu de brume, ou dans le cas de l'IFR, quand vous rentrez dans une couche nuageuse par exemple, même si vous n'êtes pas en conditions givrantes. Le deuxième cas dont je vais vous parler, il va être un petit peu plus court à expliquer, mais là encore, c'est un petit détail qui aurait pu très mal tourner.
Pendant mon mûrissement au Canada, je suis parti pour faire une navigation par un bel après-midi d'été, et ce jour-là, j'ai pris l'avion un petit peu dans le rush. L'équipage qu'il avait avant moi me l'a rendu à la dernière minute, et l'avion était repris juste après moi, donc dès qu'il est arrivé, j'ai fait ma pré-vol, j'ai sauté dans l'avion, et je suis parti pour faire mon vol. Et quand j'arrive au point d'attente, je commence à sentir une petite envie de pisser. Donc je me dis, tant pis, ça va le faire, le vol est pas très long, je partais pour 1h30 à peu près, donc je vais me retenir, et puis j'irai aux toilettes en rentrant du vol. Je décolle, je commence ma navigation, et au bout d'à peu près une trentaine de minutes, la petite envie, elle devient beaucoup plus pressante. Du coup, je commence à chercher un petit peu dans l'avion si je trouve pas une bouteille d'eau ou un truc comme ça dans laquelle je pourrais soulager l'envie, on va dire. Sauf que l'avion, c'est un Cessna 152, il n'y a pas de pilote automatique, on est, comme je l'ai dit, en plein été, donc l'air, la masse d'air est un petit peu turbulente, et donc c'est assez compliqué de garder l'avion stable, ce qui pour le coup arrange pas la situation, parce que ça me brasse un petit peu la vessie au passage. Donc je cherche tout ce que je peux, j'avais pas de gourde, j'avais pas de bouteille d'eau, je pense à l'outil de purge, bon autant vous dire que j'ai vite écarté l'idée, et du coup je me dis bon on va faire demi-tour avant qu'il soit trop tard, et on va rentrer au terrain, tant pis, le vol sera plus court, mais là je vais pas tenir quoi. Je commence à faire demi-tour, mais bon, j'étais parti depuis une demi-heure, donc il y a autant de temps quasiment pour rentrer, et sur le trajet, ça fait que monter, 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 et ça devient très très inconfortable. À tel point que je commence à essayer d'envisager toutes les idées possibles pour me soulager avant de me poser, d'autant que j'ai une peur qui me traîne un peu à l'esprit, c'est que dans certains cas un peu extrêmes, en cas d'atterrissage dur avec la vessie pleine à craquer, il y a un risque de s'éclater la vessie. Et là, je vous cache pas que c'est pas forcément une situation très sympathique, et j'ai pas vraiment envie d'essayer. Et quand je vous dis que j'ai la vessie qui est vraiment pleine, je pense que j'ai jamais eu autant envie de pisser de toute ma vie. Comme je le disais, j'essaie de trouver toutes les solutions possibles pour essayer de me soulager. J'ai évidemment pas envie de me pisser dessus. Et arrive le moment où l'envie elle est tellement pressante et c'est tellement inconfortable que vous commencez à envisager des solutions un petit peu absurdes, je dirais. Pour ceux qui ont déjà volé sur Cessna, que ce soit 172, 150, 152, les portes sont quand même assez larges. On peut techniquement les ouvrir en vol sans trop de problèmes. Disons que ça va pas déclencher d'alarme ou ça va pas forcément empêcher l'avion de voler. Alors, quand je dis ouvrir en vol, c'est entrebâillé, c'est pas non plus grande ouverte, parce que là ça va faire un peu aérofrein. Et me passe par la tête l'idée un peu absurde de ouvrir la porte pour pisser en plein vol. Ouais, je sais, c'est pas très malin, mais à ce moment-là, faut vraiment que vous compreniez que j'en suis à un point où c'est très très compliqué de rester concentré pour piloter l'avion. Je suis vraiment obnubilé par ça, je suis à moitié plié en deux tellement c'est douloureux, et du coup je me dis, il me reste que ça pour pas pisser dans l'avion et pour pas me pisser dessus. Je commence à entrebâiller la porte pour voir ce que ça fait, pour voir si ça déstabilise pas trop l'avion, j'essaie de trimer mon avion du mieux que je peux, et je me dis, au pire, j'aurais juste à me tourner, tenir le manche d'une main pour garder la stabilité de l'avion, et puis essayer de pisser par la porte de l'autre, quoi. Sauf qu'en fait, je me rends compte que pour faire ça, il va falloir que je me détache. Je commence à approcher la main de la ceinture, et là, j'ai 2-3 neurones qui se reconnectent, et je me dis, attends, on est dans une atmosphère un peu turbulente, l'avion est pas super stable, tu vas ouvrir la porte, te détacher, si jamais il y a la moindre turbulence qui vient secouer l'avion, ou pire, qui passe juste sous une aile et qui incline l'avion alors que je suis pas attaché, je me tiens que aux manches. Donc dans tous les cas, ça va empirer les choses, parce que si je bascule, je vais emmener le manche avec moi, et puis je vais finir le travail, et puis l'avion, il va rentrer à l'aéroport tout seul, sans moi dedans. Donc ouais, dit comme ça paraît complètement absurde comme situation, mais je peux vous promettre que c'était vraiment quelque chose que j'étais en train d'envisager, de pouvoir me soulager par la porte, mais heureusement que mes deux neurones se sont un peu reconnectés, et que je me suis dit, attends, là, c'est un coup à finir en bas, et à jamais rentrer, quoi. Donc j'ai pas détaché la ceinture, j'ai refermé la porte, j'ai serré les dents, sauf que ce que ça implique derrière, c'est que j'ai voulu rentrer le plus vite possible. Donc je me suis dépêché, j'ai affiché 2500 tours pour avoir la meilleure vitesse possible. Alors on parle quand même d'un Cessna 152, donc la meilleure vitesse possible, c'est à peine 90 nœuds. Autant vous dire que ça reste pas rapide. J'ai essayé de demander tous les raccourcis et tous les directs possibles au contrôleur pour rentrer le plus vite possible, pour pas avoir à faire tout le tour de piste. Mais encore une fois, c'est pas forcément une super situation, puisque là encore, c'est dans le rush, c'est dans la précipitation, je suis pas du tout concentré à 100% à ce que je fais, parce que je pense qu'il y a une chose, c'est arriver au
sol pour pouvoir aller aux toilettes, et c'est le genre de situation qui est très accidentogène. J'arrive tant bien que mal à ramener l'avion, à me poser, je m'applique autant que je peux, même si c'est pas facile, pour pas faire un atterrissage dur. Heureusement, la piste était longue et j'ai pu vraiment prendre le temps d'atterrir l'avion. Le roulage, j'aime autant vous dire que je pense que j'ai jamais roulé aussi vite de ma vie sur le taxiway. Et arrivé au parking, j'ai posé l'avion un peu comme une merde, je dois l'avouer, et j'ai couru. Je suis allé aux toilettes le plus vite possible. J'étais plié en deux et courir, c'était pas du tout une option. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est jamais une bonne idée de partir dans la précipitation en vol. Faut toujours bien se préparer, que ce soit préparer le vol en lui-même, préparer la navigation, préparer tout ce qui va autour, mais il faut bien se préparer soi-même aussi. Et ça passe par, avant de monter dans l'avion, passer par les toilettes. Je peux vous garantir que depuis ce jour-là, envie de pisser ou pas, avant chaque vol, je passe par la case toilette. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça, et qu'en plus, ça peut facilement mener à l'accident, et surtout vous déconcentrer quand vous pilotez l'avion. Sans parler évidemment de l'inconfort que ça provoque. Voilà, un petit rétex en 2 parties cette fois. C'est pas non plus des incidents de fou, ou du moins aussi graves que ce que j'ai pu vous raconter avant, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ce genre de choses, puisque comme je l'ai dit au début, c'est des petits détails auxquels on pense pas forcément ou on prête pas forcément attention sur le coup, mais qui peuvent avoir des conséquences vraiment graves, que ce soit le décrochage en finale, ou commencer à avoir des idées un peu tordues pour se soulager, ou ne serait-ce que la déconcentration que ça implique. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura servi, et vous aura peut-être également amusé pour la deuxième partie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Pensez aussi à la partager sur vos réseaux, ça nous donne pas mal de visibilité, et vous pouvez également vous abonner à l'Instagram de la chaîne, je vous mets le lien en description, et évidemment pensez à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.